Autre chose dont je voulais vous parler cette semaine dans Silicon Carnet, c'est que et j'adore parce que ça fait écho à ce qu'on a dit juste avant. Il y a eu un épisode cette semaine. On a fêté le Nouvel An chinois à San Francisco. Vous savez que San Francisco est une ville à forte dominance asiatique. Plus de 30% de la population de San Francisco est d'origine asiatique, américaine, mais d'origine asiatique. Et donc Chinatown, qui est ce quartier de San Francisco au cœur de downtown, fêtait le Nouvel An chinois. D'ailleurs, ma fille y était, elle s'est éclatée, elle a trouvé ça génial. Et tout d'un coup, il y a une personne qui a sauté sur le capot d'un taxi sans chauffeur Waymo et qui s'en est pris à ce taxi. Il a brisé le pare-brise du taxi. Et là, je vous montre la vidéo pendant que je vous parle, parce que tout ça, bien évidemment, a été filmé. On voit la population qui, tout d'un coup, applaudit. La foule commence à célébrer cet acte isolé. Et puis, tout d'un coup, ça se déchaîne sur le véhicule jusqu'à mettre le feu au véhicule. Les images sont assez impressionnantes. Il y avait personne dans le véhicule. C'était un véhicule qui était vide, conduit par l'homme invisible. Mais voilà quoi. Donc on a eu un acte de vandalisme. Et je voulais en parler avec vous. Ça paraît être un fait divers, mais quelque part face à cette exubérance de la Silicon Valley dont on vient de parler, avec ces personnages certes déifiés, il y a aussi une réaction du petit peuple. C'est pas la première fois. On se rappelle des bus de Google qui étaient caillassés il y a quelques années. Il y avait une organisation un peu secrète qui avait pour petit jeu de placer des cônes de construction sur le capot des Cruise et des Waymo pour faire en sorte de les stopper au milieu du trafic, mais qui jamais ne s'en prenait, vandalisait pas les véhicules, il les rendait inopérants. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Moi je trouve que ce fait divers, j'ai un point de vue là-dessus, j'aimerais le partager avec vous, mais vous l'interprétez comment? Alors moi j'ai deux avis. Un, quand tu regardes les gens qui étaient autour de la voiture, tu vois que clairement ils étaient pas tout à fait, ils étaient un peu intoxiqués, on va dire, voire complètement bourrés. Donc ça c'est un truc. Donc ça reste un mouvement de foule où au final il y en a un qui commence à détruire quelque chose et tout le monde suit parce qu'en fait tout le monde est bourré et tout le monde trouve ça très rigolo. Malgré tout, ça symbolise quand même une certaine tension entre effectivement la population et puis le secteur tech en premier. Et puis la deuxième chose, c'est de se dire quand même, voilà, c'est vrai qu'il y a ces déploiements parfois de technologie. Je trouve quand même que les voitures autonomes, c'est quand même incroyable de les voir fonctionner. Est-ce que c'est vraiment utile maintenant? C'est débattable. Le professeur nous explique que ça le sert professeur strictement n'était pas du tout pour. Et honnêtement, je pense que on verra bien dans le futur ce qui va se passer. Mais par contre, c'est vrai que ça est déployé de nouveau de manière, on n'a pas vraiment demandé aux gens s'ils voulaient ça dans la rue, et puis tu te retrouves avec des voitures qui, parfois c'est un peu effrayant de te retrouver avec ça à côté de toi, où tu te dis, tiens, putain, qu'est-ce qui va se passer? La voiture, elle va rentrer dedans ou pas? Donc voilà. Je pense que c'est un petit fait divers qui symbolise une tension grandissante entre la tech et au final les autres secteurs. Et avec l'AI, ça va devenir de plus en plus visible, parce qu'au final, l'impact de l'AI est gigantesque. Je pense pas qu'on se rend compte sur le à petit quel peuple, point, sur tout le monde. C'est ça le truc, c'est que l'AI, avant, il y avait des impacts. Par exemple, quand tu regardes Uber, ok, ça a impacté les chauffeurs de taxi. Honnêtement, ça a été fait de manière vraiment pas top. Mais c'était un impact sur un groupe de personnes. L'AI, ça impacte tout le monde. Ça change la société. Donc les tensions vont être d'autant plus Michel grandes. Lévy-Provençal, dans l'interview que j'ai fait avec lui la semaine dernière sur l'IA Act, lui, il dit que c'est pas une révolution technologique, c'est même pas une révolution business, c'est une révolution anthropologique. Yes, Il utilise ce terme-là, et je pense qu'il a absolument raison. Ouais. Tout à fait raison. Kevin, toi, tu interprètes ça comment? Tu citais dans les notes un livre de Rouchkov de Jean Telet, et c'était hyper intéressant qu'il lisait. Vous l'avez lu, ce livre? Je l'ai pas lu, et je me souviens quand je l'avais vu, c'était les gens qui lançaient des cailloux sur le Google Bus, et j'ai trouvé ça. Je l'avais vu, je voulais le prendre parce qu'en fait je m'étais fait une remarque en disant ça. C'était qu'est-ce qu'ils essayent de faire et pourquoi? Parce que c'était vraiment des bus qui emmènent des travailleurs à l'autre bout. À l'autre bout de la vallée, quelle est la logique? Et je trouve ça,
en tant que fait divers, je trouve ça hyper intéressant sur le sens de la société. Et Gary, Eve, je pense qu'on est tous en plus de cette même génération. Si vous connaissez Breaking Smart de Venkatesh Rao, il m'a foutu dans le camp des vieux là. Un peu plus jeune quoi. Mais c'était parce que toi t'as pas découvert Internet et le code codé Internet dans ta chambre quoi. Nous c'est le côté libérateur de l'informatique et d'Internet où tu peux être un acteur économique à 13 ans dans ta chambre quoi. Et ça c'est Breaking Smart de Venkatesh Rao et c'est un truc de dingue, tu réalises ce que ça veut dire sur la société d'être un acteur économique important à 13 ans et l'histoire on les voit hein, les Zuckerberg etc. Tout le monde a commencé très tôt dans des dortoirs, dans des trucs, c'était pas du tout ça. Il y a un effet libérateur, une promesse incroyable derrière ça. Et là on voit un truc complètement différent où en fait la société suit pas, toute la société ne suit pas ce même entrain et il y a quelque chose à regarder derrière. Il y a beaucoup de monde, surtout dans les élites de la vallée, qui rejettent ça sur une forme de ce qu'on appelle le néoludisme. Hein. C'était les ludites, c'était ces travailleurs dans les années 1800, début des années 1800 en Angleterre, qui cassaient des machines à tisser parce que ils se faisaient automatiser par les machines à tisser, et donc ils allaient les casser. La révolution des ludites. C'est devenu un terme dans la Silicon Valley. On dit les ludites qui sont contre la technologie. Mais c'est pas ça, c'est des mecs qui prennent des photos avec leur téléphone, qui s'appellent en même temps, ils savent très bien ce que c'est une voiture auto. C'est pas une révolte contre la technologie, c'est une révolte contre la distribution de la richesse qui se fait à l'inverse, concentrée par la technologie, là où tout le monde dans le monde galère. Et je pense que c'est un truc qu'on n'avait pas vu, c'est que Breaking Smart, c'est depuis ta chambre, tu deviens un acteur économique mondial, et tu vois Minecraft qui vaut je sais pas combien de milliards de dollars sur un jeu vidéo parce qu'il a une capacité de distribution gigantesque à travers le monde et c'est un tout petit jeu codé un peu pourri en Java, etc. et ça fonctionne. Le problème c'est que ces milliards de valeurs, ils sont concentrés dans 30 personnes quoi, qui eux vivent très bien et c'est une répétition de ça en fait. Où on se retrouve à quasiment un oligopole en fait technologique parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui sait gérer cette technologie. C'est arrivé tellement vite qu'il y a peu de personnes qui sont capables de lever 7000 milliards de dollars ou de lever 250 millions sur un texte pour dire que je vais créer une boîte Flow. En fait, on est à des années-lumière de ça dans la société de tous les jours. Et là, les gens commencent à se rebeller contre ça parce qu'il y a ce décalage-là. Et à San Francisco, c'est criant. Parce que San Francisco, il y a à la fois les gens que moi j'estime les plus pauvres au monde, parce qu'on parle pas des gens qui sont dans la pauvreté au sens ils ont rien. À San Francisco, les gens ont moins que rien. Ils sont endettés comme pas possible, avec des problèmes de santé, etc. Et même en ayant des salaires. Hein. Oui, c'est ça, mais on parle de gens qui ont vraiment moins que rien. Ils sont dans le négatif, de chez le négatif, et c'est impossible de se redresser de quoi que ce soit. Et en face, il y a les plus grands milliardaires qui passent justement en Uber, en taxi, en taxi autonome, etc. Qui les plus grands milliardaires de la planète qui sont à côté. Il y a les deux côte à côte à San Francisco tout le temps. Tout le temps, on le voit tout le temps. On sort d'un meeting de dingue, on parle de millions et de milliards, et en bas, il y a des gens qui sont en train de se piquer et qui sont à moins 40 000 dollars de dette de santé, quoi. Je vais écouter Eve, le point de vue de Eve là-dessus, quoi. Comment toi tu l'interprètes ça? Je suis pas fan de SF pour cette raison-là. C'est pour ça que j'ai jamais déménagé à SF et j'ai jamais compris pourquoi ce problème n'a jamais été réglé à SF. Je suis complètement d'accord que t'as un paradigme complètement à l'opposé à SF et que c'est l'endroit où tu le ressens le plus au monde. Mais je comprends pas pourquoi le problème n'a jamais été fixé. Pourquoi on n'a pas essayé de faire plus? Parce que je pense que les riches de San Francisco sont prêts à payer plus pour régler le problème, mais ils ne veulent pas le voir. Ils ne veulent pas, l'assumer. Ils pensent que on règle les problèmes par l'argent. Or, ces gens-là qui sont dans une misère, c'est la conséquence. C'est pas simplement, c'est pas parce que tu leur donnes du pognon. D'ailleurs, on leur donne beaucoup d'argent à ces gens-là et ça règle pas le problème. Je pense que il y a une méconnaissance parce que les gens qui font beaucoup d'argent et qui sont riches dans la Silicon Valley ne viennent pas de ce milieu-là et ne comprennent pas ce milieu-là. Et moi, quand ça m'arrive de discuter souvent avec des homeless, je leur donne du pognon, mais j'engage la conversation avec eux. Je ne fais pas que leur donner de l'argent. How you doing, boy? Et ce qu'ils me racontent, c'est toujours la même chose. C'est un engrenage infernal entre j'ai commencé à picoler, ma femme s'est barrée, j'ai perdu mon boulot. Ou dans un ordre différent, j'ai perdu mon boulot, du coup j'ai commencé à picoler et mon mec s'est barré et du coup ma famille m'a abandonné. C'est toujours ces trois choses-là
dans un ordre différent avec des histoires toujours différentes, mais c'est toujours la même chose. Alors en plus, tu rajoutes l'opioïde par-dessus. C'est j'avais mal au dos, j'étais à l'hôpital, on m'y filait des opioïdes, je suis devenu complètement addict. Du coup, j'ai pas pu travailler, j'ai perdu mon taf et mon mari m'a abandonné ou ma femme est partie. J'ai perdu ma couverture santé parce que j'ai perdu mon taf, du coup, j'ai plus d'appart. Exactement. Et en fait, les riches de San Francisco pensent que c'est juste une question d'argent, alors que c'est pas une question d'argent, c'est une question fondamentalement un vrai problème social du rôle. Et comme dit Gary, et ça va pas aller en s'arrangeant. Moi, ce qui me choque de plus en plus dans la Silicon Valley, c'est que j'ai l'impression qu'on rentre dans une sorte de féodalisme digital. Et ce que vous décrivez, c'est exactement ça. Il y a une terre qui appartient à quelques seigneurs, ok, avec Facebook, Meta, Google, toutes ces boîtes-là. C'est des seigneuries. Et il y a des serfs qui prêtent allégeance en fait à ces seigneurs digitaux. Pour pouvoir exploiter ces plateformes, ou y travailler, ou pouvoir d'ailleurs développer des choses. On le voit bien avec OpenAI, on va développer des assistants GPT, mais il y a un seigneur qui s'appelle Sam Altman et la terre appartient à ce seigneur-là. Et je pense que c'est ça fondamentalement. Il y a des gens qui aujourd'hui se considèrent comme du tiers état et qui refusent parce que ce système féodal qui qui féodalise pas simplement maintenant les cols bleus comme dit Gary, mais y compris d'ailleurs les cols blancs. Et on regarde, les travailleurs ont été victimes de l'automatisation. Aujourd'hui, les cols blancs sont à risque avec l'IA. On a des layoffs à droite à gauche. Cisco, ils ont annoncé 5% de leur exactement qui a été viré. Et ça va pas s'arrêter. Oui, et c'est ça. Et quand je dis du féodalisme, c'est exactement ça. On a des seigneurs hyper puissants, hyper riches, et qui, malgré leur profit record, annoncent des licenciements. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ça. Et puis il y a les gens qui en ont ras-le-bol et qui, comme tu dis Gary, quand ils ont pris 3 coups de trop, quoi, en fait, dans la tronche, c'est là qu'ils se révèlent, quoi, en fait, et qu'on a cette rébellion. Et c'est assez inquiétant. Parce que j'ai l'impression que ça touche effectivement tout le monde. Alors là, c'est complètement con parce qu'en plus, une Waymo, il y a je sais pas combien de caméras et ça prend une photo toutes les secondes. Donc les mecs, ils vont être forcément identifiés. C'est débile d'aller attaquer une Waymo, quoi. C'est comme pourquoi les Tesla sont jamais volés, quoi. En fait, tu touches à la Tesla, t'as à peu près 360 photos qui sont prises toutes les secondes à partir du moment où tu déclenches la Tesla. Donc c'est idiot. Faut faire la révolution. On a loupé un truc, hein. Non mais sincèrement. La révolution, elle va arriver. On a loupé quelque chose. Parce que ces tensions, elles sont existantes et elles sont pas traitées. Et je pense que c'est des tensions qui existent depuis longtemps, qui sont exacerbées par, il y a eu le Covid, qui a déjà foutu tout le peuple sous pression et tout le monde est beaucoup plus stressé, etc. Entre-temps, t'as quand même la crise économique. Et donc, je trouve que tu ressens quand même une tension qui est dans la population. Qui vient de la tech, qui vient d'autres endroits. Mais des révolutions, il va en avoir, ça c'est certain. Et je pense que plus rapidement que ce qu'on pense. Je pense que dans la tech, on a un confort de vie on est des petits barons. On est des petits barons parce qu'en fait, on maîtrise une partie de. En fait, certes, c'est plus une machine outil ou quelque chose comme ça. On parle de maîtriser l'outil digital au sens large du terme. Mais globalement, on s'en sort très bien quand on a juste cette chose-là. Il y en a plein qui n'ont pas accès et qui ne peuvent pas le faire. Et je pense que là où Gary a vraiment raison, c'est que l'IA va mettre un coup d'égalisation très vite sur les petits barons. Tout le monde va se retrouver pareil. Et là, on peut en effet arriver à un effet où cramer des Waymo, ça sera un peu plus généralisé en fait. Ouais. J'ai une solution au problème. Je l'avais marqué dans les notes de l'émission. C'est faire la révolution. Donc j'ai 4 points. C'est sortir du modèle centralisé et de ce féodalisme numérique. Hein, la première chose. Il faut abandonner ce que j'appelle et ce que Rushkoff d'ailleurs appelle lui-même l'économie extractive, qui est très très intéressant. Lisez le bouquin de Rushkoff, il est très intéressant. C'est arrêter cette économie extractive et donner aux gens la possibilité d'échanger de la valeur et d'investir les uns dans les autres. C'est des plateformes comme Kickstarter sont des bons exemples de ça, ou eBay ou des choses comme ça. Il faut interdire les monopoles, ils sont trop nombreux, la puissance, le pouvoir et l'argent est concentré sur quelques boîtes, on le voit dans le domaine de l'internet, et il faut passer
un mode coopératif et vive le Bitcoin. Qui d'ailleurs, le Bitcoin vient de passer les $50,000, vous avez vu, to the moon. Et puis ma 4e proposition, c'est de brûler Wall Street. Je suis désolé, mais je propose qu'on brûle Wall Street. Alors il y a Marc Benioff qui en prend d'un côté, il y a Wall Street qui prend de l'autre, là c'est bon. C'est top. On va plus vous en voir. Bon, écoutez, on va voir. Mais non, mais sincèrement, il y a des vrais sujets de société à se poser là-dessus parce que ça ne marche pas là. Notre truc ne fonctionne pas. Il marche que pour quelques-uns. Et à l'ère de l'IA, effectivement, je suis entièrement d'accord avec Gary, moi aussi. Il y a des vraies questions à se poser. Elles sont pas simplement technologiques, elles sont véritablement sociétales. Il faut réinventer le modèle économique, je pense. Et là-dessus, on n'a pas encore. Et c'est pas l'IA Act que je lis de notre ami Thierry Breton, qu'on embrasse, qu'on adore dans cette émission, qui semble toucher le sujet, quoi, en fait. Quoi. Donc, il faut être encore un peu plus ambitieux que ça. Kevin, tu voulais réagir ? Ouais, et qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et c'est ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de rejeter la technologie avec le surfond de non-distribution du capital généré par la technologie, et ça c'est catastrophique. Je pense que moi je suis un super positif de la technologie. On a globalement une bien meilleure qualité de vie que tout ce qu'on a pu avoir. Même les gens qui sont pas bien aujourd'hui sont bien mieux que ce qu'on pourrait être il y a bien en arrière. Et le risque c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain. Là. Kevin, tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens pensent que c'était mieux avant, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que non, c'est pas du tout le cas. Notre vie aujourd'hui est bien meilleure que celle qu'elle n'était dans le passé, sauf que l'être humain, à part nature, le fait d'augmenter ses expectations au fur et à mesure que son mode de vie s'améliore. C'est pour ça qu'il est toujours en quête de bonheur, il est jamais satisfait. C'est-à-dire que, en fait, notre vie est mieux qu'avant, sauf que la barre, on l'a augmentée, et donc on se dit, on est toujours en dessous de la barre. Mais en fait, c'est pas vrai. Effectivement, la technologie, elle a vachement amélioré notre vie. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne s'attaque pas au fond du problème, qui est pas de réglementer la technologie. Il faut peut-être la réglementer en partie, mais il faut re-réglementer le modèle économique et le modèle financier qu'il y a derrière cette technologie, qui est féodale, quoi. Bon, on va faire la révolution dans Silicon Carnet. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Silicon Carnet, si on est toujours vivant. Hasta luego, amigos.